Alors, abordons maintenant la question des personnes. Je l'ai appelé les titulaires des droits sur les biens pour faire le lien avec les vidéos précédentes, mais évidemment, on ne se contentera pas des droits sur les biens des personnes, on envisage tous les droits des personnes. Bon. Donc concrètement, ce qu'on va voir, c'est que la personne est évidemment titulaire de droits patrimoniaux, que parfois des personnes peuvent être co-titulaires de certains droits patrimoniaux, mais ça ne nous retiendra pas longtemps. Et puis, la personne n'est pas que titulaire de droits patrimoniaux, elle dispose aussi de ce qu'on appelle les droits de la personnalité, enfin, plutôt elle en est titulaire, justement on verra qu'elle n'en dispose pas tout à fait. Et en dernier lieu, on se posera la question de savoir euh, qui peut exercer seul ses droits patrimoniaux ou personnels, autrement dit, qui a ou n'a pas la capacité à exercer ses droits. Et ça, c'est une question qui va surtout se poser pour les personnes physiques. En tout cas, le droit des capacités est conçu pour les personnes physiques. Une personne morale incapable, c'est une personne morale qui n'a pas la personnalité juridique ou qui n'a pas de représentant. Bon, je reviendrai là-dessus en détail. Commençons par la personne titulaire de droits patrimoniaux. Alors, d'abord, je reviens sur la distinction fondamentale ici entre les personnes et les choses. Les personnes, ce sont tout être qui a l'aptitude à pouvoir être sujet de droit. Ce qui caractérise une personne, c'est son aptitude à être sujet de droit. Les personnes sont titulaires de droit, éventuellement sont débitrices envers d'autres personnes, donc elles supportent des obligations. Mais on ne peut pas s'approprier une personne, ce sont les personnes qui s'approprient des choses. Bon. Dans les personnes, évidemment, on a les personnes physiques, mais on a aussi les personnes morales. L'important, c'est que pour être une personne, il faut avoir acquis la personnalité juridique, ce qui se passe évidemment différemment selon qu'on envisage une personne physique ou une personne morale. Les personnes physiques, les êtres humains, sont censés avoir la personnalité juridique de leur naissance, avec quelques précisions qu'on verra, jusqu'à leur mort. Les personnes morales, elles, n'ont pas d'existence corporelle, donc on ne peut pas prendre en compte la naissance, l'apparition du corps finalement, et de la vie de ce corps jusqu'à la fin de la vie du corps, mais pour les personnes morales, ça va être différent. Ça va être acquisition de la personnalité juridique d'un groupement de personnes, dès lors que ce groupement accomplit les formalités requises par la loi pour qu'on considère qu'il existe à part entière en tant que personne juridique. Et dans ce cas-là, il aura la personnalité juridique jusqu'à sa dissolution, ce qui est l'équivalent de la mort pour les personnes morales. Les personnes s'opposent évidemment aux choses, et les choses sont définies par rapport aux personnes en fait. Euh, c'est les objets sur lesquels les personnes exercent leurs droits. Alors la conception française du droit des personnes et des choses, elle est très, encore une fois, centrée sur l'économie, et donc sur l'appropriation. Les personnes sont ce qu'on dénomme comme susceptibles de s'approprier des choses, et les choses c'est quoi? C'est ce qui est susceptible d'être approprié par les personnes. Donc c'est un peu tautologique, ça tourne un peu en rond comme définition, mais parce que on considère que l'être humain c'est tout puissant et ça peut s'approprier tout le reste. Donc tout ce qui n'est pas un être humain doté de la personnalité juridique est une chose au sens vraiment très large. Alors pour les êtres humains n'ayant pas eu la personnalité juridique, ce sera pas très vrai, euh, mais dans l'ensemble, tout ce qui n'est pas une personne est une chose. Alors pour les animaux, on a mis du temps à inscrire dans le code civil que, attention, les animaux sont susceptibles d'appropriation, ce sont des sources de richesse, ce sont des biens, soumis en tant que tels au droit des biens, mais comme ce sont des êtres vivants doués de sensibilité, ce ne sont pas des choses. Alors, c'est proclamatoire comme l'article 515-14, concrètement on traite les biens comme des choses, à ceci près qu'il y a quelques règles qui viennent les protéger particulièrement en tant qu'êtres vivants, notamment l'abusus ne pourra pas être exercé librement sur un animal, alors qu'on peut toujours détruire un bien comme on le veut, on ne pourra pas détruire un animal. Bon, ok. Sous cette réserve, la plupart des règles applicables aux choses sont applicables aux animaux, notamment sur tous les transferts de propriété et puis la protection des droits sur un bien. Vous pouvez acheter un animal et vous protéger vos prérogatives de propriétaire contre une usurpation que pourrait vouloir réaliser autrui qui s'emparerait de votre animal, par exemple. Bon. On peut transmettre un animal par succession. Vraiment. Il y a ici tout l'animal est susceptible d'appropriation au même titre qu'une chose, mais on a pris le temps de dire que ça n'était pas une chose. Alors, du coup, il nous reste à voir la personnalité juridique des personnes physiques et la personnalité juridique des personnes morales. En quoi il y a des spécificités entre ces deux catégories de personnes. Les personnes physiques, elles acquièrent leur personnalité juridique à partir de leur naissance, sous réserve qu'évidemment un être humain naisse vivant et viable, il acquiert la personnalité juridique à partir de ce moment-là.
Bon. C'est-à-dire qu'il acquiert l'aptitude à être titulaire de droit. Qu'est-ce qu'il se passe avant la naissance? On n'a pas de personnalité juridique, donc on n'est pas en présence d'une personne en droit avant la naissance. Donc on va appeler embryon l'être humain qui a moins de 3 mois, on va appeler fœtus l'être humain qui a plus de 3 mois, et on appellera personne juridique l'être humain dont la grossesse a été menée à terme et qui est, en tout cas, né vivant et viable. Bon. Maintenant, comme vous êtes un être humain, c'est-à-dire que vous avez vocation à devenir une personne physique sous réserve que vous naissiez vivant et viable, le droit, vous le savez, tient ponctuellement compte de votre potentialité de personne juridique pour dire que dès le moment où vous êtes vivant, même si vous n'êtes pas né, eh bien dès le moment où vous êtes vivant concrètement dans le ventre de la mère, eh bien vous pouvez déjà avoir des droits. Mais en réalité, on fait comme si vous n'étiez titulaire de ces droits que rétroactivement, ou alors on peut concevoir comme en disant que vous n'êtes titulaire de droit dans le ventre de votre mère que sous réserve, sous condition, on va dire, résolutoire, que vous ne naissiez pas mort ou que vous, carrément, ne finissiez pas par ne pas naître du tout. Donc, que votre grossesse prenne fin prématurément. Et si vous naissez vivant et viable, en fait, vous êtes titulaire de droit en tant que personne dès l'époque où vous n'étiez pas encore une personne, mais que vous étiez une personne potentielle parce que vous étiez dans le ventre de votre mère. Bon. Donc ça, c'est utile, par exemple, si le père décède en cours de grossesse de la mère, du coup, l'enfant hérite, alors qu'il n'est pas encore une personne juridique, il hérite dans le ventre de sa mère, mais concrètement, on fera comme si il n'avait hérité rétroactivement depuis le ventre de sa mère, qu'une fois qu'il est né vivant et viable, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est devenu une personne. Peu importe la complexité des choses, c'est des petits détails ponctuels pour vous dire que vous n'êtes pas rien, ni absolument pas titulaire de droit, avant l'acquisition de la personnalité juridique quand vous êtes un être humain, quand même. Bon. À la naissance, si vous êtes né vivant et viable, je vous rappelle que ça veut dire que vous avez les organes vitaux essentiels qui sont présents et qui sont fonctionnels. Dans ce cas-là, comment se manifestera l'acquisition de votre personnalité juridique? Elle partira de votre naissance vivant et viable, sous réserve des quelques cas où elle partira même un peu avant. Et concrètement, vous savez que on a l'obligation de déclarer toute nouvelle personne juridique apparue, donc tout nouvel être humain né vivant et viable, aux autorités publiques. Dans les 5 jours de la naissance, l'article 55 du Code civil, enfin l'article 55 et les articles suivants du Code civil, viennent expliquer comment on va déclarer à la naissance l'existence d'une nouvelle personne juridique pour que justement, elle se voit officiellement protégée par l'État dans la titularité de ses droits subjectifs. Bon. Je vous rappelle que si un enfant est mort-né, il n'a pas pu acquérir la personnalité juridique. Il est bien né, mais il n'est jamais né vivant et viable. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il ne peut pas acquérir la personnalité juridique, donc il ne peut pas être titulaire de droit, évidemment. Mais, par égard pour les parents, on a aujourd'hui créé un régime de l'enfant mort-né. On ne va pas réaliser un acte de naissance, on ne va pas, évidemment, enregistrer son existence en tant que personne juridique, mais on va dresser ce qu'on appelle un acte d'enfant sans vie, qui va entraîner certaines conséquences, notamment sur la possibilité pour les parents de lui donner un nom et un prénom, alors même que théoriquement, ce n'est pas une personne juridique, il ne sera jamais titulaire de droit. Jusqu'à quand dure la personnalité juridique des personnes physiques? Jusqu'à la mort. Je vous rappelle que la mort est constatée par 3 critères officiels qui sont énoncés dans le Code de la santé publique. CSP ici, c'est l'abréviation de Code de la santé publique. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, absence totale de réflexe du tronc cérébral et absence totale de ventilation spontanée. Vous ne respirez pas, vous n'avez pas d'activité encéphalique et vous n'avez plus d'activité nerveuse. Et bien dans ce cas-là, vous serez constaté tout simplement décédé par les médecins, et ce sera la fin de votre personnalité juridique dès le moment où votre mort est constatée. Bon. Mais là, la mort est constatée parce qu'on a un cadavre, on a un corps dont on va constater l'inanité, il ne vit plus. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe quand une personne a disparu sans qu'on ait retrouvé son corps? Est-ce qu'elle est encore en vie ou pas? On ne sait pas. Il y a des inconvénients à considérer que tant qu'on n'a pas de cadavre, elle doit être considérée vivante, parce que ça va entraîner des difficultés en termes d'héritage. Ça va peut-être, si cette personne était mariée, ça va imposer toutes les obligations du mariage à la personne qui, elle, est toujours là, mais qui ne sait pas si son conjoint est toujours vivant. Donc peut-être que pendant des années, le conjoint ne reparaîtra jamais au domicile conjugal, on ne sait même pas si il est vivant ou mort, et la personne sera encore prisonnière d'une certaine façon des liens du mariage, parce qu'elle ne pourra pas faire prononcer le divorce dès lors qu'il n'y a pas d'adversaire pour agir en divorce. Donc du coup, comment on fait pour gérer la situation d'une personne
qui ne donne plus signe de vie, mais dont on n'a pas la certitude qu'elle est morte parce qu'on n'a pas pu constater son décès. Eh bien, dans ce cas-là, on aura des procédures spécifiques décrites aux articles 112 à 132 du Code civil qui vont permettre d'obtenir de la justice que, en cas d'absence ou de disparition, on fasse juger que la personne doit être considérée comme morte, même s'il y a toujours une petite possibilité qu'en fait elle soit en vie. Et évidemment, ces procédures derrière gèrent aussi la question de soudain la personne qui ressurgit et dire ah ben non en fait j'étais pas mort. Dans ce cas-là, si on la fait juger morte, c'est-à-dire juger à l'issue de ces procédures d'absence ou de disparition, juger juridiquement, on a géré ses biens, géré sa personne comme si elle était décédée. Comment on rétropédale en quelque sorte si jamais finalement il apparaît qu'elle est toujours en vie. Bon. Ça, c'est les présomptions de décès liées aux procédures d'absence et de disparition. Il faut les connaître et ça peut éventuellement donner lieu à des arrêts ou des cas pratiques assez faciles. En ce qui concerne les personnes morales maintenant, là on a une certaine originalité dans le sens où les personnes morales, c'est des regroupements de personnes. Et ce qu'on voudrait faire, c'est dire que l'addition des membres du groupe, l'addition de la personnalité des membres du groupe, doit être prise en compte comme une entité autonome existant à part entière. Le groupe est distinct de chacun des membres qui le composent. C'est important parce que ça veut dire que le groupe va avoir ses propres droits de la personnalité et son propre patrimoine. Je mets en théorie parce que vous savez que on discute de savoir si les personnes morales ont ou pas les droits de la personnalité, mais pour les droits patrimoniaux, c'est certain. Une personne morale doit avoir ses propres biens, distincts des biens des membres qui les composent. Bon. On a fini par l'admettre parce que ça a une utilité économique évidente, ça veut dire que l'activité à laquelle se livrent ces différentes personnes en commun va devoir générer ses propres avantages et ses propres inconvénients, ses propres bénéfices et ses propres risques. Et les personnes qui composent le groupement ne veulent pas pouvoir être poursuivies en cas de dette générée par le groupement, par l'activité qu'ils ont eu tous en commun. Et corrélativement, ça peut être intéressant aussi pour les créanciers de ne pas avoir l'obligation de poursuivre individuellement chaque membre du groupement, mais plutôt de poursuivre l'ensemble du groupement, qui est peut-être d'ailleurs plus solvable avec les ressources communes de tout le monde, plutôt que l'un d'entre eux spécifiquement. Donc pour tout cela, on s'est dit, ok, on va considérer qu'un certain nombre de personnes qui se regroupent créent une entité qui n'a pas d'existence corporelle, qui n'a pas d'existence tangible, mais à laquelle on va donner la personnalité juridique, qu'on va traiter comme une personne, et qui donc va avoir l'aptitude d'être titulaire de droits subjectifs. Alors oui, c'est une fiction. C'est une fiction, mais quand on emploie l'expression théorie de la fiction, c'est pour désigner le fait que c'est la loi qui a décidé fictivement de considérer que les membres d'un groupement ne devaient pas être pris isolément chacun d'eux en tant qu'il est une personne, mais devrait être pris, devait finalement considérer qu'il y a une sorte de fusion de chacune de ces personnes en entité autonome qui a une personnalité distincte de chacun des membres du groupe. Bon. Cette personnalité est dite morale, morale au sens d'intellectuel parce qu'elle est évidemment imaginaire. C'est fictif, mais c'est la loi qui l'a décidé et la loi peut tout à fait créer des fictions comme elle l'entend. Il n'y a pas de personne morale sans loi spécifique lui accordant sa personnalité, tout simplement. Et évidemment, c'est le législateur qui précise les conditions pour que telle ou telle personne morale, en fonction du type de personne morale, association, société commerciale, société civile, quelles sont les conditions pour que cette personnalité lui soit reconnue. Bon. Alors, c'est le système qui s'applique actuellement, mais encore une fois, pour bien montrer qu'une personne morale, c'est intangible, ça n'existe pas en dehors de cette volonté du législateur de créer cette personnalité, on a un auteur célèbre qui avait expliqué « Je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale ». Bon. Mais il n'en reste pas moins qu'on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand un certain nombre de personnes se regroupent, exercent une activité en commun, sans forcément remplir les conditions formelles posées par la loi pour avoir la personnalité juridique? Est-ce qu'on ne doit pas quand même tenir compte de la situation factuelle qui fait qu'ils fonctionnent comme une personne distincte de chacun des membres qui composent le groupement? Ou est-ce qu'il faut dire, ah ben non, vous remplissez pas les conditions légales pour être reconnu comme une personne morale à part entière, donc on considère qu'il y a 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, et pas une seule entité. La jurisprudence a pu ponctuellement, dans certains cas, dire que, de fait, il se trouve que les membres du groupement avaient créé une personne distincte de la leur, alors même qu'il n'y avait pas une loi spéciale qui attribuait la personnalité juridique au groupement qu'ils avaient formé. Donc cet intérêt collectif global a pu se voir reconnaître la personnalité juridique ponctuellement au cas par la jurisprudence.
Ça reste quand même marginal, c'est dans des cas très très précis que vous n'avez pas forcément besoin de connaître, mais c'est ce qu'on appelle la théorie de la réalité parce on tient compte de l'existence réelle d'une entité distincte des membres qui la composent pour reconnaître la personnalité à cette entité. D'où un autre auteur qui avait répondu à Gaston Gèze en lui disant: «J'ai souvent vu une personne morale payer l'édition». On a cherché économiquement, parce que c'est utile, aussi bien pour les membres du groupe que pour les tiers qui ont des relations avec le groupe, que l'entité se voit reconnaître la personnalité juridique, donc soit titulaire de droits et débitrice d'obligations, même si la loi l'a pas prévu expressément. Ok, j'en dis pas plus sur cette question de la personne titulaire des droits patrimoniaux, et très rapidement, je vais vous dire quelques mots des personnes en tant qu'elles peuvent être